Donc c'est parti, on est dans une rencontre de scénaristes, Oro, série écrite par des jeunes auteurs tahitiens avec Toari Bouira et Franck Philippon. Avant de partir, bon déjà je vais vous demander de vous présenter tous les deux. Après on essaiera de contextualiser votre rencontre puisque ça a un rapport avec le salon du livre un petit peu. Donc qui êtes-vous, monsieur Toari? Alors bonjour Irani, moi c'est Toari. Du coup, je suis créateur sur n'importe quel support. J'adore créer, surtout de manière artistique. Donc dans la vraie vie, je suis infographiste. Dans ma vie nocturne, je suis réalisateur, je fais des films, d'animation, j'écris des histoires. Et du coup, c'est comme ça que je suis venu à écrire Oro avec Franck. Franck, qui es-tu dans la vie? Que fais-tu? Moi, je suis scénariste et producteur. Je suis créateur de séries. En métropole, j'en ai créé une petite quinzaine. Et par ailleurs, j'ai des attaches familiales avec la Polynésie, où je viens depuis très longtemps, où mes parents ont habité et où ma sœur habite. Et donc, j'aime beaucoup ce territoire. Et voilà. Et du coup, voilà, comme je disais... Donc, il y a un troisième créateur. Oui, c'est vrai, on peut en parler. Garcia, qui malheureusement n'est pas là parce qu'il est en métropole, mais qu'on salue bien fort par les airs. Et du coup, on va revenir, on va contextualiser un petit peu votre rencontre, puisque c'est quand même intimement lié au salon, on va le découvrir ensemble, puisque c'est quelque chose qui s'appelle du livre à l'écran, et qui est lié au salon du livre, mais aussi au FIFO. Et du coup, voilà, vous êtes, voilà, il y a le FIFO là-bas qui est représenté, stand-up et tout. Donc du coup, comment ça s'est passé cette rencontre? Dans quel contexte vous êtes rencontrés? Pourquoi vous avez parlé ensemble? C'était à l'origine, pourquoi faire? Alors en fait, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, le Salon du Livre avait lancé une initiative qui s'appelait donc du livre à l'écran, qui consistait à lancer une espèce de concours au départ où 10 talents locaux allaient s'emparer de 10 œuvres locales pour en faire une adaptation d'un court-métrage, en gros, de 15 minutes, de 10-15 minutes. Et moi, j'avais été contacté pour accompagner le développement du livre à l'écran, donc du livre à un scénario adapté. Et ça démarrait au Salon du Livre et ça finissait au FIFO, puisque pendant le FIFO, les 10 compétiteurs, il y a eu un jury qui a délibéré et qui a décerné le prix de la meilleure adaptation. Et donc, dans ce cadre-là, moi, j'avais été amené donc à accompagner à l'écriture 10 talents locaux. Il y avait parmi les 10 Toari et Manutea, et avec qui je m'étais très bien entendu et dont j'avais apprécié les univers et humainement et tout et tout. Et donc, quand est arrivée l'aventure Oro, dont on parlera après, j'ai eu envie de leur proposer de travailler avec moi sur ce projet-là. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Mais du coup, comment est venu Oro? Parce que là, du coup, tu en parles. Qu'est-ce qui a fait que tu aies eu besoin d'eux pour un projet? Alors, Oro, c'est donc une série 4 épisodes de 52 minutes qu'on fait pour France Télévisions, à la fois France Outre-mer et à la fois France Télévisions, la plateforme. En fait, c'est une aventure qui est née il y a, je sais plus, 1 an et demi, 2 ans. Le temps passe tellement vite. Où les gens de la patronne de la fiction de France Outre-mer, que je connais, m'a contacté en disant on aimerait faire une série plutôt dans le genre fantastique. Et elle connaissait mes liens personnels avec la Polynésie et le fait que j'aime la Polynésie. Et elle me dit est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et j'ai dit carrément. Et donc, je lui ai fait une proposition d'un concept en disant voilà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'écrire ça comme une série. Et du coup, je lui ai dit évidemment, moi, il n'est pas question de le faire tout seul. J'ai envie de le faire avec des auteurs polynésiens. Et elle me dit bah, ça tombe bien, nous aussi, puisqu'on veut promouvoir des talents locaux. Et donc, du coup, j'ai rappelé Toari et Manutea que j'avais rencontrés donc, via du livre à l'écran, en leur disant voilà, il y a ce projet qui est signé avec France Outre-mer. Voilà le projet embryonnaire, enfin le début, qui était un peu conceptuel et théorique, évidemment, enfin, qui n'était pas enraciné totalement et suffisamment dans le territoire. Et je dis j'aimerais le faire avec vous. Est-ce que ça vous intéresse, petit 1, évidemment, et petit 2, ça les a intéressés. Et donc, on a travaillé ensuite sur vraiment la série elle-même. On a écrit les épisodes ensemble, etc. Et ce qui était extrêmement intéressant, en tout cas de mon point de vue, et évidemment, je vais laisser Toari en parler après, c'est que c'était... moi, j'arrivais avec, comment dire,
ton expertise D'abord l'univers de départ et mon expertise, effectivement. Mais ce qui m'intéressait, c'était que de tout ce dont ça parle, une fois qu'on sortait du concept que je proposais, c'est que ça soit des choses qui parlent d'ici et qui soient racontées par des auteurs d'ici et qui projettent leur vision du monde et d'ici, et certainement pas la mienne. Et donc c'est là où je me tais maintenant et que je laisse Thoari en parler. Comment ça s'est passé quand il t'a appelé? Toi et Mananouka, vous avez réagi comment déjà? Déjà, on était hyper enthousiastes parce qu'en vrai, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on s'est inscrit à l'atelier du livre à l'écran. C'est parce qu'on a toujours voulu écrire des histoires, on a toujours voulu en créer. Mais le truc, bon, là, on est à Tahiti, il n'y a pas forcément les structures pour. Bien Donc sûr. c'est très bien. Aujourd'hui, il y a les établissements publics et privés qui commencent à miser un peu plus sur l'audiovisuel. Doucement, ça se développe. Ouais. Ça, c'est très bien. Mais nous, à l'époque, du coup, on s'est dit, ben, chouette, il y a un atelier, en plus avec un scénariste qui fait des films pour des plateformes et France TV, donc ça, c'est trop cool. Donc on va apprendre avec lui. Et évidemment, on avait déjà un peu... nous, ça fait une trentaine d'années qu'on existe, donc ça fait une trentaine d'années qu'on cogite sur des histoires. Et en plus de ça, on a la chance quand même d'être à Tahiti, où il y a quand même deux mondes. Il y a le monde traditionnel, avec toute la culture et le Rio Tahiti et les autres langues polynésiennes, bref, de la Polynésie française. Et il y a le côté modernité, justement. Et mine de rien, pour Manu, je pense que c'était plus ou moins la même chose. Mais en tout cas, moi, à un moment donné, j'étais déjà fasciné par le contraste qu'il y avait entre modernité et tradition. Et il y a une dizaine d'années, j'ai eu un peu ma petite crise identitaire. Je voulais savoir qui j'étais, d'où je venais et ce que je devais faire, en fait. Et du coup, je commençais ma petite quête personnelle, un peu mon petit caractère arc. J'ai rencontré des personnes, j'ai entendu des histoires, j'ai vécu des histoires, j'ai vu des choses. Et voilà, et du coup, c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure, bien avant quand on se rencontre avec Franck. Et donc, quand Franck nous a expliqué qu'il voulait faire une série polynésienne sur des thématiques polynésiennes avec des personnages polynésiens, ben voilà, ça nous a parlé. On était, c'est bon, c'est vraiment une chance qui nous est donnée. Et du coup, voilà, on a mis plein de choses en fait, plein d'expériences, plein d'histoires. Il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres un peu moins. Donc voilà, c'est le processus d'écriture. Oui, il y a eu des tentatives. Le processus est long, donc c'est pas quelque chose qui s'est fait en un jour, j'imagine. Carrément. Mais du coup, voilà, on était hyper enthousiastes et encore aujourd'hui, on est hyper enthousiastes. Voilà. La production, on est où? Ça a commencé du coup On est en tournage. Vous êtes en tournage en ce moment, on est bien ça. On a fait 15 jours dans la presqu'île et on va faire d'autres décors plutôt autour de Papeete. Et voilà, avec des équipes majoritairement locales. Le réalisateur est métropolitain et il y a quelques métropolitains qui sont venus, mais vraiment assez peu. Les 2/3, les 3/4 sont une équipe locale. Et sur les comédiens, il y a 2 comédiens qui sont dans l'histoire, d'ailleurs, des métropolitains, qui sont effectivement des métropolitains. Tout le reste, c'est du casting local. Avec. Comment s'est passé ce casting? Je te coupe 2 minutes, mais comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est passé comme n'importe quel casting, Okay. à savoir que la directrice de casting qui vit ici a rencontré un certain nombre de personnes dont certains étaient des comédiens plus ou moins professionnels, ou professionnels tout court, et puis ce qu'on appelle du casting sauvage, c'est-à-dire des gens non professionnels qui n'ont jamais joué et qu'elle trouvait comme ça au hasard de ces rencontres. Au final, je dirais que les 3/4 des comédiens sont des comédiens professionnels qui ont été retenus finalement sont des comédiens professionnels ou qui ont déjà eu plein d'expériences et qui savent très bien jouer et qui connaissent surtout la mécanique d'un tournage parce qu'on n'a évidemment pas des énormes budgets. Donc ça veut dire qu'on tourne vite, on tourne beaucoup de scènes par jour. Donc c'est un rythme très soutenu. Donc ça veut dire que pour des comédiens non professionnels, c'est encore plus difficile que des gens qui connaissent la mécanique et qui donc savent comment ça se passe. Mais donc du coup, oui, les 3/4 sont donc des comédiens qui ont une expérience et qui ça se passe très bien. Et on a 2 comédiens qui étaient des novices et qui sont super aussi. Enfin, moi, j'ai été très agréablement surpris, et le réalisateur aussi, de la qualité de ce qu'on a vu en essai.
et de la qualité des gens qu'on a retenus. Et qui fait que, en dépit d'un planning très chargé et de journées très denses, on a un rendu dans les rushs aujourd'hui, que ce soit à la qualité de l'image et aux qualités de jeu, qui fait que je pense qu'on va. Comment dire, nous, on est arrivé avec, enfin moi le premier, avec l'ambition de faire une série qui, bien qu'ayant un budget limité par rapport à ce qu'on peut faire habituellement en métropole, on ne limite pas l'ambition artistique, ni dans l'écriture, et on ne s'est pas limité, ni évidemment dans le rendu, la production et la mise en scène. Et du coup, on a trouvé un metteur en scène qui nous a rejoint, qui est un metteur en scène vraiment talentueux, et qui lui aussi nous a rejoint dans cette ambition de faire un truc qui, quand on le verra, et quand vous le verrez, j'espère, d'abord sera super fort, original, et personne ne se dira ah, c'est cheap parce que ça manque d'argent. Non, le but c'est que les gens se diront c'est super, quoi. Ou alors ils diront j'aime pas, et ça c'est la vie et chacun a le droit de pas aimer. Mais en tout cas, nous, on fait tout pour aller au bout de ce qu'on pense qu'il faut faire et de délivrer quelque chose qui soit une série comme on en consomme tous, chacun, sur les plateformes, sur les machins, et que l'argument du budget n'en soit pas, hein. Que ce soit juste une belle série, originale. Et on n'a pas pitché la série, on va peut-être la pitcher 2 secondes pour que vous sachiez de quoi on parle, parce que sinon J'ai le pitch si tu veux, et je ne cite pas le passage que tu voulais. voulais. Un pitch officiel, on ne peut pas vous en dire trop, parce qu'évidemment, on ne va pas vous divulgacher. Divulgacher, je ne connaissais pas, oui, c'est joli. Spoiler. Alors, Polynésie française de nos jours, pris au cœur d'une mystérieuse brume consécutive à des forages sous-marins expérimentaux, le voilier d'une association écologiste fait naufrage sur une île inhabitée. Dans l'attente d'hypothétiques secours, la survie de 9 naufragés se complique lorsque d'étranges phénomènes commencent à se produire. Et je ne lis pas la suite puisque on voulait garder le secret de ça pour quand vous verrez la série. Donc voilà, c'est ça le contexte de la série déjà. Donc oui, c'est une série fantastique au sens où il s'y passe des choses qui n'arrivent pas a priori dans la vraie vie. C'est entre Lost et Les Revenants, pour ceux qui ont une culture de série. J'ai tout de suite pensé à Lost. Pardon ? J'ai tout de suite pensé à Lost. Oui, c'est dans la même famille de séries. Mais l'enjeu, c'était, en tout cas au départ pour moi, c'était de faire du fantastique évidemment, mais de faire un fantastique qui soit très intimiste, qui ne soit pas dans la surenchère d'effets spéciaux, d'abord parce qu'on n'aurait pas l'argent, et même dans la surenchère d'angoisse ou de trucs comme ça, mais de faire quelque chose qui en fait ramène les personnages à des choses très intérieures, à des angoisses très intimes, au rapport à leur fantôme personnel, ce qui est déjà une manière de dire un peu de quoi ça parle, et donc de jouer à la fois le genre, à savoir des naufragés qui, dans une île bizarre où ils vont avoir un peu peur, et en même temps de rester au plus près des personnages, et donc de ce qu'ils vont avoir à affronter de manière intime. Et avec en plus une deuxième dimension, qui était de relier ça, ce phénomène qui se passe, évidemment à des légendes, à la mythologie polynésienne. C'est à ça que et j'allais c'est là où, évidemment, d'une part, sur les choses intimes des personnages, c'était important que les personnages véhiculent des questionnements qui sont des questionnements très actuels de la Polynésie, qui peuvent être propres à l'humanité en général, mais idéalement en plus très ancré dans la Polynésie. Donc ça a été le premier sujet de conversation entre nous, ça a été de nourrir les personnages de choses qui résonnent avec la Polynésie actuelle. Bah surtout que c'est compliqué dans le sens où que ça ne devienne pas juste un prétexte exotique, tu vois, pour le récit. Il faut trouver le juste milieu, en fait. Absolument. Et dans cette dimension d'abord sociétale, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, psychosociétale, et dans la dimension mythologique, moi, l'envie de bosser avec Manutea et Tohari, c'est vraiment de dire, moi j'ai eu, comment dire, je vous offre, j'arrive avec un cadre, il y a une série qui existe, qui va exister et qui est vendue, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, qui est vendue, il y a un cadre, il y a un fonctionnement narratif, mais le regard qu'il y a dedans, ça doit être le vôtre, parce que moi, je ne peux pas, ça ne m'intéresse pas mon regard ici sur la Polynésie, ce qui m'intéresse, c'est leur regard sur leur Polynésie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a charrie, et en plus comment dire, le nourrir des références mythologiques de la Polynésie, qui est en plus un sujet dont je savais que Tohari était particulièrement friand et connaisseur, et du coup riche de beaucoup de choses.
Moi, j'ai envie de te dire merci déjà d'avoir fait ce choix parce que faut pas se mentir, des fois dans ce milieu-là, l'ego fait que certaines personnes sont pas prêtes à donner le pouvoir aux gens qui viennent les aider pour qu'ils puissent se servir de ça pour faire la promotion de la culture. Donc déjà, merci à Franck. J'aimerais qu'on applaudisse Franck. Je leur ai pas donné le pouvoir. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, tu vois. Ils ont quand même, au niveau artistique, ils ont eu la liberté suffisante pour pouvoir s'exprimer. Du coup, je vais laisser la parole à toi, Harry, puisqu'il t'a jeté. Comment ça s'est passé de ton côté? Comment tu as utilisé la mythologie dans cette intrigue, sans rentrer trop dans les détails pour ne pas spoiler et gâcher l'expérience. Ça va être dur, hein? Ouais, ça va être très dur. Bah, déjà, la série, elle s'appelle Oro. Donc, comme le dieu de la guerre ici en Polynésie, enfin, en tout cas, sur Tahiti, les îles de la Société et Otamutu, je ne suis pas sûr pour les Marquises. Mais en tout cas, déjà, ce qui est bien, c'est que même si Oro, c'est un peu le dieu de la guerre à Tahiti, en tout cas, il y a un jeu de la guerre dans toutes les civilisations, dans toutes les parties du monde. Donc sur cette histoire un peu polynésienne, on savait déjà qu'on avait un thème un peu universel en fait. Et même si du coup la série porte le nom de Oro, c'est pas une série sur la guerre, c'est plus une série sur les choix du coup des personnages en fait. Voilà, parce qu'on a tous un peu nos traumas, on a tous des questions auxquelles on aimerait avoir des réponses. Oui, c'est plus la guerre intérieure, quoi. Oui, voilà, exactement. De toute façon, c'est un peu on croit que ce qui anime les gens, c'est le conflit intérieur, et puis c'est ce qui fait vivre de toute façon. Enfin, nous on dit souvent que l'essence de la vie c'est le conflit. L'essence de la vie c'est dans les hauts et les bas. Et à l'inverse, du coup, l'essence de la mort, c'est tout ce qui bouge pas, c'est tout ce qui est rigide, c'est la ligne droite sur le cardiogramme de l'hôpital. Bref, et du coup, on s'est dit, ouais, finalement, sur ce thème-là, on peut avoir une superbe série. Et du coup, ce qui était intéressant, pour répondre à ta question sur les castings, c'est qu'on a créé une dizaine de personnages. Ces 10 personnages sont quand même très... On voulait des personnages à travers lesquels le public polynésien et non polynésien pouvait se reconnaître. Mais en tout cas, c'est vraiment... on a exploré vraiment tous les archétypes des personnages modernes polynésiens, par exemple. Dans toute leur diversité, puisqu'au final, voilà, en Polynésie, Ouais. qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de Carrément. population. Ouais, on voulait même m'intégrer, mais bon, après ça s'est fait au casting. Un petit adolescent, cheveux soupe jaune, la petite sacoche sur le côté. Et le bodyboard. Ouais, finalement, on a trouvé quelqu'un encore d'un peu plus intéressant, même s'il n'a pas le physique, mais en tout cas, au niveau de la personnalité, c'est un adolescent qui est perdu justement entre modernité et tradition, et qui en plus de ça a des histoires bizarres avec sa famille. De toute façon, les familles sans problème, ça n'existe pas. Et du coup, voilà, on est parti un peu sur plein d'archétypes voilà, modernes. Et par exemple, aussi, on dit souvent qu'aujourd'hui, il y a, au niveau traditionnel en tout cas, il y a beaucoup de Polynésiens qui, dans leur façon de faire et leur façon de penser, sont plus pop A, on va dire, donc pas polynésiens. Et à l'inverse, il y a beaucoup de pop A qui sont très polynésiens dans leur rapport avec la nature, leur rapport avec les gens. Et donc, voilà, on a décliné un peu tout ça. Et avec ça, on a pu créer 10 personnages. Et voilà, donc là, j'ai essayé de ne pas répondre. J'ai vu toutes les difficultés. J'ai senti tout. Il faut que je réussisse à dire ce que j'ai à dire sans raconter l'histoire. En tout cas, pour Oro, pour le dieu de la guerre, ouais, c'était une manière pour nous d'explorer le thème, surtout de la colère, quoi. Et du coup, voilà, donc avec ces personnages qui sont sur cette île, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans un huis clos et que le nerf de la guerre, c'est la colère, quoi. D'accord. Oui, moi, ce que je trouve toujours assez fascinant et ce qui a été très passionnant pour moi dans la collaboration et dans le travail, c'est que effectivement, moi, je suis arrivé avec cette thématique de la colère qui n'est pas tout à fait le bien et le mal, qui est plus les forces de la colère et les forces de l'amour, pour schématiser, qui est un archétype qu'on retrouve, qui est dans la vie d'abord, parce qu'on est tous nourris de ces différentes forces.
et qui est un archétype narratif aussi. Enfin, Star Wars, la force, on l'utilise dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et c'était vachement intéressant parce que c'est ça, justement, les grandes mythologies et les grandes légendes, c'est que toutes les cultures ont leur mythologie et leur légende. Et en fait, elles racontent à peu près toutes les mêmes grands archétypes et les mêmes grands conflits humains qu'on vit tous intérieurement, en leur donnant une forme différente à chaque lieu du monde. Et c'était évidemment hyper intéressant pour moi de voir que le sillon qui m'intéressait de creuser comme auteur et comme être humain, eh ben, il trouvait son expression très facilement, en tout cas dans ses légendes, et que du coup, en retour, ça venait nourrir la fiction au sens de on allait pouvoir incarner tous ces personnages et tous ces phénomènes à travers quelque chose de très ancré dans la culture, dans les légendes, dans la mythologie locale. Et que du coup, parce que c'est toujours ça, je crois, le propre des récits créatifs, que ce soit un roman ou que ce soit une série, c'est qu'il faut faire des choses très ancrées dans du local pour que ça soit très juste et qu'on y croit. Et en même temps, évidemment, on parle toujours des mêmes questions universelles et que n'importe qui peut comprendre à l'autre bout de la planète, même si... et c'est ce qui fait que, en tout cas pour moi, la série, je la vis et je l'ai vécue et j'y travaille et d'arrache-pied de l'écriture à la production, dans l'idée qu'il n'y a pas de raison pour que si on fait un truc super réussi, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas une série qui puisse voyager dans le monde entier. Je veux dire, quand on voit Squid Game, moi je ne connais rien à la Corée, mais en même temps, ce dont ça parle me parle aussi. Et c'est ça la fiction. Et donc je trouve ça hyper intéressant de l'expérimenter, moi, sur du coup une culture qui n'est pas la mienne, et de les voir se l'approprier et en faire quelque chose qui, je crois, est aujourd'hui très polynésien dans l'âme, et en même temps sur des thématiques totalement universelles. Et je voulais dire un autre truc que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Tu t'es laissé emporter. Ça arrive, ça arrive. Alors, moi aussi, il faut que je prépare mes questions pour pas vous inviter à spoiler. Tu vois, c'est aussi compliqué pour moi l'exercice. Ah oui, pour rester dans le concret et dans la production même, est-ce que ça a été pensé pour être en une seule saison ou c'est déjà potentiellement prévu pour avoir des suites? Ah oui, il faut. Moi, j'y vais. J'enfonce la porte. Là, en vrai. Est-ce que dans votre tête, il y a déjà une ouverture sur... Alors, je dirais une espèce de réponse de Normand, c'est que il y a en Normandie, fais attention. Il y a une fin à ce qu'on raconte, mais qu'évidemment, vu le sujet, on se doute que c'est une fin qui n'est pas nécessairement définitive. Parce que quand on ramène des forces telluriques aussi puissantes, on se doute que ça se règle pas en 4 épisodes. La fameuse fin ouverte. Il y a une clôture temporaire, on va dire, oui. Et que on sait tous en matière de série que quand ça marche, les diffuseurs sont les premiers à dire ah bah tiens, et si on faisait une suite. Donc évidemment, quand on crée ce genre de série ou enfin de mini-série, on se dit toujours, on se réserve la possibilité, on ouvre un tout petit peu pour qu'il puisse y avoir une... Et puis le fantastique, de toute façon, c'est un prétexte. Enfin, c'est facile de mettre un cliffhanger dans un récit fantastique, de toute façon. Ça s'y prête à merveille. Mais paradoxalement, ce qui est plus compliqué, c'est quand même d'essayer de faire qu'il y a une fin temporaire. T'as une fin qui pourrait être satisfaisante. Il y a un début, un milieu, une fin. Voilà. Qui fait qu'on pourrait se dire, à la limite, ça pourrait s'arrêter là. Mais et puis on est les premiers, nous, à pas avoir envie que ça s'arrête là, évidemment. Voilà, donc c'est ça que je voulais entendre. Est-ce que vous êtes lancé pour essayer de voir autre chose? Est-ce que cette collaboration qui vient d'avoir lieu pourrait découler sur d'autres projets du genre? En train de tout spoil là. Je vais pas... Et désolé d'être curieux de nature. Pardon, je vais répondre d'abord parce que il a trop peur de spoiler. Non, mais elle a déjà, moi, toute cette aventure a déjà découlé sur d'autres projets, puisque j'ai un autre projet qui concerne d'ailleurs des gens dans cette salle, puisque j'ai pris les droits d'un livre sur lequel, qui est un livre néo-zélandais écrit par une descendante de Mai Mitty, l'épouse de Fletcher Christian. Mais qui est raconté du point de vue des femmes polynésiennes. Et donc, j'ai écrit avec 2 autrices tahitiennes un pilote de série qui est plutôt en anglais, donc qui est plutôt international, qui est plutôt ambitieux, qui est plutôt compliqué. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va essayer.
Et par ailleurs, moi, j'ai très envie de revenir faire une série à Tahiti contemporaine, plutôt polar thriller. Et donc, pareil, j'ai réfléchi à un projet dont j'ai parlé à Toheri Manutea, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc, on a finalisé un projet qui doit partir incessamment chez les diffuseurs en métropole, et après, on verra. Donc oui, et puis c'est un territoire qui m'intéresse, et je suis convaincu qu'il y a des choses à faire ici, encore plus que ce qui a déjà été fait. Et ma grande surprise très agréable de toute cette aventure, qui était un peu la grande inconnue de mon point de vue, bon, c'était des talents en hauteur, mais ça, j'avais pu expérimenter qu'il y avait des gens intéressants et avec des univers forts et un regard d'auteur, donc je n'étais pas inquiet là-dessus. La grande question, c'est la capacité à pouvoir tourner ici évidemment dans des niveaux professionnels standards, et que ce soit des équipes, des acteurs, etc. Et je peux vous le dire, parce que je le vis, que oui, il y a de quoi faire de la fiction totalement professionnelle ici, avec du casting et des techniciens. Donc ce qui manque, c'est d'avoir des bonnes idées, parce que ça part toujours de là. Et ensuite de pouvoir les vendre à des diffuseurs en métropole, parce que en fait, la grande difficulté là sur la série, ça part de Polynésie première. Donc c'est une série au départ qui est très ancrée localement. Pour moi, le gros enjeu, en tout cas comme auteur et producteur, c'est de faire une série avec de l'argent de métropole, que ce soit des plateformes ou des grandes chaînes hertziennes, nationales, mais qui soit ici, donc d'arriver à trouver le juste équilibre entre très ancré localement, et donc avec des personnages locaux, mais aussi avec des personnages métropolitains, suffisamment pour que, pour le grand public métropolitain qui ne connaît rien à la Polynésie, on puisse l'amener en Polynésie en le prenant par la main, avec des personnages qui ne sont pas polynésiens. Et donc, qui se sentent représentés, du coup, que la transition soit plus facile pour l'immersion, quoi. Et ça, c'est pas nécessairement si simple que ça à écrire, à concevoir au départ. Donc ça, voilà, il faut se mettre dans l'esprit de trouver la bonne combinaison. Et sur l'autre projet, on est dans une combinaison un peu plus classique, avec des personnages de métropolitains et des enquêtes locales, des meurtres, etc. Enfin, un schéma ultra classique. Mais moi, j'aimerais bien. Et c'est marrant parce que je ne sais plus qui me disait sur le plateau l'autre jour, un des membres de la partie métropolitaine de l'équipe, il faisait une réflexion que j'ai trouvée super intéressante et positive et pleine qui m'a moi enthousiasmé. Ils ont dit c'est vachement intéressant d'entendre des gens parler français, mais avec un accent particulier. En l'occurrence, c'était un technicien qui vient qui vient du sud de la France, qui vient de Marseille, je crois, ou de Toulouse, et donc qui a un accent d'origine. Oui, un peu fort. Et il dit en métropole, dans les séries, tout le monde parle toujours sans accent, parce que c'est très parisien d'une certaine manière. Ou alors avec l'accent parisien. Mais en tout cas, les accents sont souvent gommés. Et c'est vrai que c'est assez triste parce que moi qui habite dans le sud-ouest de la France, les gens, ils ont effectivement ça rend la chose plus authentique en général. Oui, exactement. Et du coup, c'était marrant de voir quelqu'un dire « Ah, mais c'est chouette d'entendre des gens parler effectivement avec une musicalité un peu différente parce que ça crée une originalité, ça crée une différence et puis en même temps, ça crée l'authenticité par rapport au sujet. » Et donc, moi, je rêve et je crois que c'est possible. Je pense qu'il y aura dans les années qui viennent, je l'aurais toujours dit, ça fait des mois et des années que je l'en dis, je pense qu'il y aura à un moment une grande série de plateformes, au sens un grand truc qui se passera ici. Quand on voit True Detective saison 4 qui se passe en Alaska et qui est super, voilà, moi, je suis convaincu que ça arrivera ici et quelqu'un va le faire et j'aimerais que ça soit moi. C'est enregistré, hein, donc il y aura une preuve vidéo de ce qui a été avancé. Donc voilà, on aura des preuves à présenter. Comment tu vis? On est encore en plein dedans. Comment tu vis cette expérience, Toheri, de ton point de vue? Qu'est-ce que ça t'apporte humainement? Qu'est-ce que t'apporte d'un point de vue technique aussi? Déjà, ce qu'on avait dit à Franck, c'est que si on part sur ce projet, on aimerait vraiment qu'une grande partie du casting et de l'équipe technique soit polynésienne. Donc ça c'est fait, ça c'est très bien. Oui, ça peut s'applaudir. Hein. On est bien d'accord. Et du coup, on est quand même, on est très fiers en fait. On est très fiers parce que du coup, voilà. Je te coupe juste un instant pour dire que
la chaîne France Télé Polynésie Première, quand ils m'ont proposé le projet, c'était la même ambition. C'était de dire, on veut que ce soit une série faite par des Polynésiens, pensée par des Polynésiens, un regard polynésien, et qui promeuve les talents locaux polynésiens à tout niveau, donc y compris le casting et l'écriture. Donc on était évidemment 100% raccord avec ça. Et du coup, le fait de voir toute cette animation, aussi bien au niveau déjà des comédiens, des acteurs, on est quand même très fiers parce que, en plus, déjà au niveau du casting, c'était très intéressant. Parce que du coup, on a créé une dizaine de personnages et on a eu des dizaines de personnes qui sont venues passer les castings et chacun donnait vie en fait à ces personnages qu'on avait créés et chacun avait apporté sa propre version. Donc ça, c'était hyper intéressant et surtout, ce qui était encore plus intéressant, c'était de voir qu'il y avait quand même beaucoup de gens en Polynésie qui voulaient peut-être pas en faire leur métier, mais en tout cas qui voulaient s'essayer à l'acting. Et ça, pour France TV aussi, et les producteurs de Holo, c'était ce qui était prévu. Ils voulaient trouver un peu des pépites. Et on en a trouvé, et je ne spoilerai rien dessus. Et, donc ça, déjà, c'était bien. Ensuite, au niveau de l'équipe technique, avec les maquilleuses, les accessoiristes, les décos, pareil, là, actuellement, ils sont en train de créer un décor et à leur manière, à la manière polynésienne. Et ça, je trouve ça fascinant parce que du coup, c'est quand même très différent en tout cas des décors qui sont créés à l'international. Et ça, c'est cool. Aussi sur le tournage, on a un super réalisateur, un super metteur en scène. C'est masterclass parce que moi, à la base, si j'écris, c'est parce qu'à terme, j'ai envie de réaliser plus de projets. Et du coup, voilà. Donc c'est, comme je disais au début, c'est très bien qu'aujourd'hui il y a des établissements privés et publics qui commencent à miser sur l'audiovisuel. Ma génération, on n'a pas vraiment eu cette chance, donc on le fait, avec le FIFO, avec le Salon du Livre. Voilà, on fait comme on peut. Voilà, exactement. Les moyens du bord. Et le fait de pouvoir participer à ce projet, c'est masterclass quand on en apprend tous les jours. Et d'ailleurs, quand on s'est pointé au Salon du Livre, à l'atelier du livre à l'écran il y a 3 ans, c'était dans ma lettre de motivation, c'était ça, on en apprend tous les jours. Et même si j'écris et réalise des films, des courts-métrages aujourd'hui, je sais que j'en apprendrai encore aujourd'hui et encore demain. Et voilà. Merci pour ton témoignage. Je précise que la série a reçu une aide du territoire aussi, financière pour la production. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose, j'espère, d'assez exemplaire au sens d'un bel exemple. C'est né d'une initiative, donc Salon du Livre, FIFO, dans la rencontre entre les auteurs. C'est une initiative de Polynésie la première, mais ensuite, dans la volonté de tout le monde, c'est effectivement d'associer un maximum de talents locaux, et y compris dans une dimension d'expertise augmentée pour tout le monde. Et donc j'espère que d'abord le résultat sera à la hauteur de nos ambitions et surtout que vous apprécierez. Mais c'est vrai que le but, c'est de participer, c'est que ça participe d'un début d'une longue série, quoi. Sans mauvais jeu de mots. Du milieu professionnel local. Après, le nerf de la guerre, c'est toujours pareil, c'est faut de l'argent et des projets. Et ça, c'est plus difficile parce que voilà, je suis le premier à pouvoir vous dire que c'est très compliqué de vendre une série à un diffuseur aujourd'hui. Et donc voilà, ça. Mais il faut y croire, bien sûr. Oui, ça donne de l'espoir, quoi. Ça ouvre la porte et voilà, on souhaite tous que ça soit le début d'une longue série de projets du genre, en tout cas. Je vais laisser un peu de temps pour des potentielles questions. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Est-ce que quelqu'un a un avis à développer, une question à poser? Non? Tout le monde a été intimidé, tout le monde, ça a été parfait? J'arrive. Bonjour. Il faut approcher. Allô? Ouais. Du coup, moi, je suis pas d'accord par rapport à votre observation. Moi, je suis parisien, donc je sais que tout le monde nous déteste, mais pour exemple, la série Plus belle la vie, c'était le cliché marseillais et ça a cartonné dans le monde entier. Oui, j'espère qu'il y aura la même finalité. Mais garder l'originalité, les sources, les paysages, etc. Et je pense que ça a super marché. Oui, mais je disais ça au sens de, il y a beaucoup de fiction qui gomme les accents.
de manière générale. Il faut le garder, c'est la richesse justement du pays, Et- enfin et du mais, territoire dès- français. mais au contraire, dès qu'il y a des accents, même les séries québécoises, moi j'adore les séries québécoises, je trouve que d'un seul coup ça rajoute quelque chose de formidable. Ok. Bah, c'était juste pour partager mon ressenti. Vous pouvez partager votre ressenti, c'est possible aussi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Quelqu'un qui voudrait témoigner ou poser une question? Oui, je voulais poser une question. Est-ce que le film, enfin la série, est-ce qu'elle a un côté un peu spirituel, je pense, par le fait que ça soit tourné au Fénois et par rapport, comme tu disais tout à l'heure, les parts d'ombre et de lumière, le haut, le bas, dans la vie quotidienne, on vit tous ces moments-là et Oui, fiction et il y voilà, a- est-ce qu'il y a- c'est très spirituel, oui. Oui. Alors, c'est compliqué de répondre à la question sans. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas posé. Je l'avais sans en tête trop- tout à l'heure, mais je me mais, suis dit ça va spoiler des trucs, tu vois. Non, non, c'est très spirituel au sens où au beau sens du mot spirituel, c'est-à-dire c'est comment des gens sont renvoyés à leur questionnement intime à travers des phénomènes surnaturels, mais aussi comment ça se relie à la question de la croyance et donc de la spiritualité, et d'une certaine manière, comment chacun, face à ça, fait sien l'idée de la spiritualité, y compris avec la nuance éventuelle qu'on peut faire entre la spiritualité et la religion, qui est une forme de spiritualité plus organisée et donc évidemment, non pas ça ne parle que de ça, mais ça creuse ce sillon-là, y compris à travers l'utilisation de croyances plus organisées et locales, sur lesquelles voilà, on ne s'étendra pas trop pour ne pas spoiler, mais oui, bien sûr. Oui, et puis aussi, moi, ma famille, elle est de Rurutu, des Australes. Et ils sont très religieux. Et quelque part, certains, même s'ils croient en Dieu, ils vont beaucoup parler des dieux polynésiens. Et enfin, de toutes les croyances qui, elles, ne sont pas catholiques ou protestantes, enfin religieuses. Et on a vraiment apporté ce côté-là dans la série. Parce que bon, je donne mon avis en tant qu'auteur, mais pour ma part, je respecte beaucoup les religions. Je pense qu'on doit tous croire en quelque chose. Mais quelque part, je crois que, enfin, c'est mon avis perso, hein, mais si les hommes ont créé les dieux, les anges, les démons, c'était pour donner un sens aux choses qu'ils n'en comprenaient pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que l'on ne comprend toujours pas. Et du coup, je pense que c'est là où, quelque part, même sur quelque chose qui paraît concret, réel, en fait, il y a quand même une part de spiritualité dans le questionnement à avoir. Voilà. Et c'est vraiment en ce sens-là que, enfin, c'est pour ça que je le laisse répondre, mais c'est vraiment en ce sens-là que la série c'est très spirituel. C'est vraiment très centré là-dessus, dans le sens que vient de donner Tohari, et par-delà la question des religions, mais du coup très ancré à des croyances et des spiritualités antérieures aux grandes religions monothéistes, et du coup très incarnées dans l'histoire et les légendes locales. Je voulais parler des divinités. Il ne faut jamais oublier que les Polynésiens ont toujours cru aux divinités. Pas une divinité, des multiples divinités, des milliers de divinités. Donc, les chrétiens, ils nous ont rien appris. Hein. Ça ne faut pas l'oublier. Hein. Et parce que c'est plus intéressant d'être dans le polythéisme et l'animisme, c'est beaucoup plus fort, je trouve. Quand j'entends les chansons d'église à droite, à gauche, aux marquises et partout, il y a une force spirituelle qu'ils ont, mais depuis Pitaouchnok, hein. C'est pas de maintenant. Hein. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, c'est une chance pour nous d'ailleurs d'être vraiment croyants, la vraie croyance à la nature, etc. etc. Mère Nature, c'est la divinité suprême, comme un arbre. L'arbre, c'est Dieu, quoi. Il y a tout dans l'arbre. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore une juste pour répondre, et il y a ça dans la série, on a un personnage qui est très animiste. Et on a 10 personnages. On a des personnages qui sont très animistes, on a des personnages qui sont très religieux, on a des personnages qui n'ont pas encore de croyances. Mais effectivement, de ce côté-là, il y a vraiment ça dans la série. Après, à savoir que aussi,
ça fait 10 ans que je m'intéresse beaucoup à la manière d'animer des légendes polynésiennes, que ce soit de l'archipel de la Société ou des Marquises ou des Tuamotu ou ailleurs, bref. Et justement, déjà, les dieux ne sont pas les mêmes partout en fonction des îles. Et ils n'ont pas les mêmes fonctions. Et pareil, même en fonction des communes, les légendes ne sont pas les mêmes par rapport aux personnages. Et justement, le plus important pour nous dans cette diversité, déjà, c'est ce qui fait, je crois, la diversité de la culture polynésienne, c'est que voilà, on a une multitude d'histoires avec les mêmes personnages, mais qui font diverses choses. Et justement, le plus important, c'est le thème, c'est le message que l'on veut apporter. Et du coup, voilà, je pense qu'on apporte de bons messages avec Oro, en tout cas. Il est encore en train de se battre pour pas spoiler des trucs. Non, et puis et sur le fond de la série, sur la durée éventuelle qu'elle pourrait avoir, c'est une manière de reconnecter avec tout ce que vous dites. C'est le cœur de la série, j'ai envie de dire. Il y a 18 saisons prévues. Je plaisante, bien sûr. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des témoignages, des questions? Non? Bah écoutez, on va clôturer là-dessus. J'aimerais qu'on applaudisse nos deux intervenants, Franck et Tohari, en espérant que, comme je dis, ça soit la porte ouverte à d'autres projets du genre. C'est comme ça qu'on clôture notre intervention sur la mythologie. Est-ce que vous voulez rajouter un mot avant Et qu'on rendez-vous sur s'en aille? Polynésie Première, je ne sais pas quand, mais Voilà, dès qu'il y aura bientôt. Très bientôt. Merci à tous les deux. Nana.